J'interviens en conférence d'ouverture sur le thème de l'agriculture durable et de la transition agroécologique. Les présentations qui vont suivre sont beaucoup des présentations autour d'essais agronomiques et de différentes choses comme ça. Là, je vais vous inviter à une réflexion un petit peu plus théorique sur ce que signifient les mots qu'on utilise au fond, agriculture durable et transition agroécologique. Alors la présentation va suivre le chemin suivant. Je vais d'abord montrer comment l'agroécologie se présente un peu comme un élargissement des perspectives de l'agriculture dite durable. Je vais ensuite montrer qu'au-delà des différences, il y a quelque chose qui rassemble l'agriculture durable et l'agroécologie, qui est la nécessité de changer. Mais on va voir aussi que changer, c'est une chose. Changer comment ? Il y a différentes conceptions derrière, différentes logiques. Et je terminerai avec justement changer comment et pour qui. Est-ce qu'on doit se satisfaire d'une politique des petits pas ou au contraire, est-ce qu'on va vers une révolution plus radicale de nos systèmes ? Alors je commence avec l'agriculture durable. Tout le monde connaît les trois composantes, hein, l'environnement, l'économie, le social. Et donc au fond, l'agriculture durable, c'est la mise en œuvre de ces trois dimensions appliquées à l'agriculture. L'agroécologie, c'est un peu plus compliqué. Là, je vous ai mis un schéma qui vient de la FAO, et dans laquelle on a une proposition de schématisation de ce qu'on doit trouver dans l'agroécologie, avec une approche intégrée qui applique des notions et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion des systèmes alimentaires et agricoles. Alors on voit apparaître, c'est malheureusement un peu petit là, mais on va voir apparaître de l'économie circulaire, des circuits courts, du développement local, enfin beaucoup de choses, hein. Donc il y a comme un élargissement. Si je regarde un petit peu plus, voilà, il y a les deux notions au fond, ce qui les rassemble, une des choses qui les rassemble, c'est qu'on en fait une pluralité de lecture. Cette pluralité de lecture, c'est à la fois une force, puisque ça permet d'avoir un consensus sans forcément s'être entendu sur le contenu de ce consensus. Qui, dans la salle aujourd'hui, dirait qu'il est contre l'agriculture durable ? Sans doute personne. Maintenant, on ne met pas tous les mêmes choses là derrière. Donc c'est une force de ce point de vue-là. Mais c'est aussi une faiblesse, parce que ça risque de masquer, au fond, des débats nécessaires, des désaccords, des contradictions éventuellement entre les solutions proposées. Si je reprends avec la durabilité, qui s'est construite sur la nécessité de réconcilier, au fond, l'environnement et l'économie. Le social, souvent, est le parent pauvre de l'agriculture durable. On voit à peu près comment essayer de faire rentrer l'environnement dans un raisonnement économique. On a toujours ce pilier social qui est là, mais au fond, on ne sait pas trop comment l'alimenter et le remplir. J'ai repris juste pour illustrer les 5 objectifs du plan d'agriculture durable du gouvernement. Et donc, si vous les lisez rapidement, réduction des pesticides, santé des sols, gestion des fertilisants, gestion de l'eau, biodiversité, on est sur, au fond, des dimensions environnementales principalement. Le social est derrière, peut-être, mais en tout cas, il n'apparaît pas de façon très claire. Avec l'agroécologie, il y a un article assez connu là, de Vézel et Al qui est paru en 2009 et qui disait l'agroécologie, c'est 3 choses en même temps. C'est une discipline scientifique qui étudie les relations entre l'agriculture, l'écologie et la société. Mais c'est aussi un ensemble de pratiques qui visent l'atteinte d'un équilibre des écosystèmes, au sein des agroécosystèmes, afin d'assurer leur soutenabilité, leur résilience, etc. Et puis, c'est aussi un mouvement social, ce qui est un petit peu moins identifié, qui cherche à construire des systèmes agricoles, des systèmes alimentaires, qui soient plus justes, plus inclusifs, plus équitables que ce qu'ils sont actuellement. Dans l'agroécologie, là j'ai repris une typologie, mais il y en a plusieurs. J'écris, c'est une perspective qui s'élargit. Elle comprend à la fois des principes écologiques, qu'on va retrouver assez semblables, au fond, quand on regarde l'agriculture durable, recycler la biomasse, favoriser la santé des sols, minimiser les pertes,
diversifier les espèces, les ressources génétiques, etc., à toutes les échelles. Et puis, il y a aussi des principes socio-économiques. Prioriser les bonnes conditions de travail, on n'en parle pas beaucoup des conditions de travail dans l'agriculture, pourtant ça existe. Contribuer au développement, je saute, je ne vais pas tous les lire, là, contribuer au développement des systèmes alimentaires plus locaux. On a beaucoup parlé d'autonomie alimentaire ces derniers temps au Québec. Assurer l'autonomie des agriculteurs dans la prise de décision, dans la viabilité, dans les choix qu'ils font, etc. Remouvoir les principes agroécologiques. Bon, vous voyez qu'un ensemble de principes, et encore une fois, j'en ai choisi un parmi la petite liste que je mets, mais tous, même s'ils ne le disent pas exactement de la même façon, se rejoignent au fond sur cette conciliation de principes qui sont des principes écologiques et des principes socio-économiques. Donc, au-delà des différences, je reviens à ce qui rejoint au fond l'agriculture durable et l'agroécologie, qui est la nécessité de changer. Mais ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie de mon exposé, c'est que derrière cette nécessité de changer, cet accord sur le fait qu'il faut changer des choses, eh bien, il y a des conceptions quand même très différentes de l'avenir souhaitable. Alors, je vais commencer par illustrer avec la durabilité une différence que les économistes ont faite depuis très longtemps entre ce qu'on appelle la durabilité faible et la durabilité forte. Alors je repars sur un petit point que tout le monde connaît autour de la notion de durabilité, c'est que l'idée c'est de transmettre aux générations futures, au fond, une planète au moins en aussi bon état que ce qu'on a trouvé quand on est arrivé. Donc, répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs. Alors comment est-ce que les économistes ils ont raisonné ça ? Ils ont raisonné ça autour de l'idée qu'il faut transmettre un capital aux générations futures qui est au moins égal au capital qu'on a trouvé avant. De quoi est composé ce capital ? Vous m'excusez sur la petite équation, le K c'est capital. Il est composé d'un capital naturel qu'on a appelé Kn ici, lui-même composé de deux types de capitaux qui sont des capitaux, des ressources renouvelables et puis d'autres qui ne le sont pas. Quand on prend 1 litre de pétrole dans le sol, on n'aura plus de pétrole, ce litre-là, il disparaît pour toujours. Et puis il y a du capital humain, KH, et du capital technique. Qu'est-ce qui distingue la durabilité faible de la durabilité forte ? Dans la durabilité faible, on va considérer que c'est la somme globale du capital qui doit être transmise aux générations futures. Ça veut dire qu'en gros, si je fais un aéroport quelque part et que j'ai détruit des milieux humides, eh bien, j'ai peut-être quand même augmenté le capital si la valeur de l'aéroport est supérieure à la valeur de mon milieu humide. La durabilité forte, elle considère qu'on ne peut pas comme ça substituer les éléments parce qu'il y a il y aura des obstacles qui vont arriver. Et donc, c'est le capital naturel qui ne doit pas baisser, au fond, dans ce qu'on va transmettre aux générations futures. Il y a là une différence extrêmement importante. On va trouver des choses un peu comparables avec l'agroécologie. Là, j'ai repris une typologie issue d'un livre de Mathieu Calame qui dit, alors lui, il en avait mis 5, je vais vous en présenter que 3. Il dit, on a le truc de base qui serait ce qu'il a appelé le green business, à savoir qu'on va mettre des intrants verts, des outils de précision, mais on ne change pas la logique globale du système de production. Les fermes restent spécialisées et puis elles continuent à distribuer dans les grands supermarchés que l'on connaît. Il a ajouté l'agroécologie faible qui dit on met des intrants verts, des outils de précision. Par contre, les fermes se sont diversifiées puisque la diversité est un des principes de base de l'agroécologie, puis on continue à vendre dans les mêmes systèmes de commercialisation que l'on connaît. Et puis, il dit, il y a l'agroécologie forte. Là, ça devient plus compliqué. On fait de la recherche participative, il y a l'État, il y a les gouvernements locaux qui interviennent, il y a les consommateurs, etc., etc. Et donc, et au milieu, il y a des fermes, effectivement, qui sont diversifiées. Tout ça ces conceptions, que ce soit de l'agriculture durable ou de l'agroécologie, on peut les mettre sur un continuum. Je vais juste traiter les deux extrêmes du continuum et imaginez qu'il y a plein de variantes un peu au milieu. Une première variante, c'est d'aller vers de la technologisation croissante, pardon pour le mot,
du génie génétique, de l'agriculture cellulaire, de la génomique, la robotisation, la numérisation. On entend beaucoup de projets autour de l'application de ce type de choses en misant au fond sur la technologie. Puis je vous ai mis une photo d'une abeille artificielle. Quand on aura finalement détruit nos communautés d'abeilles, la pollinisation va devoir continuer et donc il y a déjà des gens en train de réfléchir à des petits robots qui remplaceront les abeilles. À l'autre bout du continuum, on a l'idée qu'il faut au contraire renaturaliser les processus de production, essayer de désartificialiser nos manières de produire et de nous appuyer beaucoup plus sur des solutions qui sont basées sur la nature. Alors, quels sont les arguments, au fond, qu'on peut utiliser d'un côté ou de l'autre ? Du côté des gens qui pensent que c'est avec la technologie qu'on va pouvoir construire l'agroécologie du futur, eh bien, ils pensent qu'effectivement, c'est la voie à suivre. Seule la poursuite, au fond, du progrès technique va permettre de répondre aux défis qu'on va rencontrer pour nourrir, alors on nous dit souvent, nourrir 10 milliards d'habitants sur la planète, etc., etc. On pourra y revenir. Souvent, ce qui est reproché aussi, c'est que les écologues ou les écologistes ont des prévisions très alarmistes, sont plutôt pessimistes sur l'avenir qui se dresse devant nous. Et donc, leurs prévisions, qui sont souvent catastrophiques, au fond, se produisent pas et qu'à chaque fois, on arrive à surmonter les difficultés qui se placent devant nous. Un point important aussi, c'est que cette technologisation croissante, elle correspond au fond à la conception que se font une grande majorité des agriculteurs et des agricultrices de ce qu'est le progrès. De temps en temps, vous connaissez tous l'expression « retour à la bougie ». On ne veut pas retourner à la bougie. Et donc, dans cette vision-là, on imagine qu'il faut poursuivre, au fond, les efforts de technologisation pour parvenir à aller de l'avant. Et puis, comme les agriculteurs, ils ont cette conception-là du progrès, eh bien, ça va faciliter aussi l'adoption des innovations. Donc, si vous leur proposez de renoncer à certaines techniques, ils vont avoir des résistances, mais si vous leur mettez un capteur sur le tracteur qui va leur donner des indications au temps réel avec des satellites et des drones, là, ils adhèrent. C'est un petit peu l'image qu'il y a derrière ça. Et puis, ça permet aux agriculteurs et aux agricultrices de se montrer plus efficaces dans l'usage des ressources, puis plus ingénieux aussi dans la découverte de nouvelles solutions. Du côté de l'autre bord du continuum, eh bien, on pense qu'il faut au contraire respecter les limites physiques de la planète et donc remettre au centre de nos systèmes de production le travail humain et la nature. Un point important aussi, c'est de rendre de l'autonomie aux agriculteurs. La question de l'autonomie, c'est quelque chose qui est très parlante pour les agriculteurs et les agricultrices. Et le reproche là, qui est fait, c'est qu'au fond, en se technologisant de plus en plus, eh bien, les agriculteurs et les agricultrices sont de plus en plus dépendants des firmes qui sont dans leur amont et qui leur expliquent et leur dictent un peu les façons de faire. Donc une dépendance accrue aux firmes de l'amont. Et puis, dernier point, les technologies sont coûteuses et tout le monde ne pourra pas se les acheter, ce qui fait que ça entraîne aussi de l'exclusion. Donc vous voyez les arguments qui peuvent être utilisés d'un côté ou de l'autre du continuum. Alors, j'en arrive à mon troisième point. Si on admet qu'il faut changer, comment on change, puis avec qui on change ? Est-ce que c'est des petits pas ou est-ce que c'est une révolution ? Alors le premier point, c'est qu'effectivement, comme tout changement, la transition, là on va parler de transition, vous savez qu'on parle souvent de transition agroécologique, je pense que c'est d'ailleurs le titre de la session de cet après-midi, elle suppose de passer d'un état à un autre. Il y a trois phénomènes qui la rendent difficile. D'abord les incertitudes, puisqu'on va sur un chemin qu'on ne connaît pas trop, eh bien, il y a des incertitudes, le chemin n'est pas connu. Il faut lever des obstacles, contourner, ou les contourner, en tout cas il y a des obstacles. Et ces obstacles, souvent on oublie, mais ils sont à la fois politiques, ils sont culturels, ils sont technologiques bien sûr, ils sont économiques, bon, c'est multifactoriel. Et puis il y a la nécessité de se poser la question des conditions nécessaires à ce que ces changements puissent s'opérer. Alors, commençons par les acteurs. On peut avoir comme ambition
de se centrer sur des acteurs spécifiques en disant ceux-là, ils sont plus prêts que d'autres à essayer d'avancer. Puis on peut avoir à l'autre bout l'ambition d'intégrer l'ensemble des acteurs au changement. Et puis on peut avoir deux options aussi. On peut viser des changements radicaux, je vais donner des exemples, ou on peut viser des changements plus adaptatifs, plus lents, plus tranquilles. Alors ça nous donne des 4 cadrans, hein. Je vais commencer par ce duo. Si on est dans la position d'un changement plus radical, eh bien, on va avoir du côté des acteurs spécifiques des initiatives à petite échelle. Je prends l'exemple de la permaculture. La permaculture, on voit bien comment elle peut s'appliquer dans certains systèmes. Jusqu'à aujourd'hui, on voit mal comment on peut l'appliquer dans un système de grande culture, par exemple. Si on est plus inclusif et qu'on veut faire changer tout le monde, on peut aussi proposer des innovations relativement radicales. Par exemple, je prends l'exemple les semences qu'on appelle paysannes, qui sont préparées et élevées dans les fermes, et puis ou diversification des cultures, qui apparaît quand même quand on est dans un système à deux cultures de maïs soya, par exemple, assez radical. Mais toujours avec la vocation de toucher tous les acteurs. Et puis vous avez des changements plus adaptatifs. Pareil, on peut le faire avec un groupe spécifique, par exemple autour d'une appellation, d'une indication géographique protégée, par exemple, ou alors à l'échelle d'un bassin versant si on a un projet très localisé. Et puis on peut avoir aussi, de façon plus inclusive, eh bien, des initiatives qui vont essayer de toucher tout le monde, encore une fois, comme la réduction des phytos, le semi-direct dont on a pas mal parlé ce matin. Avec toujours l'idée qu'on veut essayer de faire évoluer tout le monde. Pour ce qui est de l'agroécologie, on a deux modèles un peu qui nous sont présentés dans la littérature. D'abord, on peut penser à quelque chose de cumulatif. On part du système conventionnel, et puis sous la pression, les préférences des consommateurs, des politiques publiques, on va petit à petit évoluer, on va améliorer l'efficacité des intrants, on va peut-être substituer des intrants, et puis les gens qui sont sur ce modèle-là imaginent que ça va continuer et que petit à petit, on va reconceptualiser complètement les systèmes pour des transformations qui vont concerner les systèmes alimentaires, les paysages, etc., etc. Tout ça va être accompagné d'un point de vue local par les politiques territoriales et puis par des mouvements sociaux aussi qui vont pousser dans ce sens-là. Voilà. Donc là, vous voyez, on a comme un modèle un peu linéaire. On part des petits pas et puis on espère que ces petits pas vont déclencher des pas un peu plus grands de plus en plus jusqu'à finalement arriver à ce que les systèmes soient reconçus autrement. Le problème que je vois avec cette façon de penser, c'est comment on sort de la zone critique que vous avez dessinée sur le schéma ici, c'est pour aller plus loin. Et donc c'est une des difficultés qu'on rencontre avec ce modèle-là, c'est qu'effectivement, on sait mettre un peu moins, on dit qu'il faut mettre moins de pesticides, moins d'azote, on va baisser un peu les doses, puis à un moment donné, on arrive à quelque chose qui est difficile à changer. Là, il faudrait complètement basculer sur autre chose, et puis on n'a pas forcément ni les outils techniques, ni même la culture, ni même l'envie, etc., pour le faire. Il y a un deuxième modèle qui est connu sous le nom de la théorie des transitions. Dans cette théorie des transitions, on a 3 éléments. Vous avez ce qu'on appelle au centre, je commence par lui, un régime socio-technique. Le régime socio-technique, c'est tout ce qui allie, au fond, les acteurs d'un système. Et encore une fois, ça comprend pas seulement les agriculteurs, mais ça comprend aussi la science qui accompagne, ça comprend les consommateurs qui font des choix d'aller acheter leurs aliments ici ou là, ça comprend des technologies qui viennent avec, etc., etc. Le régime socio-technique, il a une grande cohérence. Et comme il a une grande cohérence, eh bien, il est aussi très difficile à bouger. Parce qu'au fond, il est dans des systèmes d'auto-renforcement. On a nos habitudes, nos routines, et ça fonctionne comme ça. Et donc, dans ce modèle-là, il est vu comme étant relativement verrouillé par des difficultés à changer. Au-dessus de ce régime, vous avez ce qu'on appelle le paysage. Le paysage, c'est le contexte sociopolitique. C'est des données qui sont extérieures finalement au régime. Et puis en bas, en dessous, vous avez ce qu'on appelle des niches d'innovation. Ces niches sont proposées dans des petits réseaux, mais qui se développent à côté du régime.
Si je continue, l'idée de ce modèle, c'est que les niches, au bout d'un moment, influencées aussi par le paysage. Le paysage, il peut y avoir un événement perturbateur, une guerre en Ukraine, un coronavirus ou des choses comme ça, qui tout d'un coup viennent bousculer le régime sociotechnique. Puis, de l'autre côté, il y a des niches qui innovent, qui font des choses, mais qui sont toujours à côté du régime. Et petit à petit, eh bien, elles vont se structurer jusqu'à éventuellement que se construise un nouveau régime. Alors ce nouveau régime, ça peut être soit l'ancien régime qui a finalement avalé les innovations proposées par les niches et puis qui n'a pas changé sa logique en profondeur. Ça peut être aussi un renversement complet de paradigme où c'est un nouveau régime qui se met en place. Le problème que je vois avec cette manière de penser, c'est quelle est la place laissée au fond à l'évolution interne du régime. C'est-à-dire que dans ce modèle-là, vous avez compris que l'innovation pouvait difficilement émerger à l'intérieur du régime qui est verrouillé par un certain nombre de contraintes et de difficultés à dépasser ses propres contraintes. Il s'auto-renforce avec ses propres convictions. J'ai presque fini. Et donc j'en arrive effectivement à ma conclusion. On me dit qu'il me restait 5 minutes, je ne vais même pas les utiliser. Donc ce que j'ai essayé de montrer, c'est que selon les valeurs et les logiques d'action, les agriculteurs, les agricultrices ne vont pas réagir de la même façon devant l'injonction qu'elles reçoivent aujourd'hui de faire changer, de changer leurs pratiques, de les faire évoluer. Vous pouvez considérer qu'un nuisible est un nuisible et qu'il faut l'éliminer. Vous pouvez aussi considérer qu'un nuisible, il faut le contrôler, il faut lui laisser un espace, etc., etc. Vous pouvez considérer qu'il faut sélectionner vos semences vous-même, ou vous pouvez considérer de faire confiance aux firmes et acheter des semences génétiquement améliorées, etc. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est de saisir qu'il y a vraiment une pluralité des interprétations de notions comme agroécologie ou de développement durable. Ça permet de comprendre, entre autres, les difficultés que peuvent rencontrer des agents de développement lorsqu'ils ont un discours, mais qui s'adresse à des gens dont les conceptions et les logiques sont profondément différentes. Et pour terminer, cette transition agroécologique, à mon sens, elle est aujourd'hui prise entre deux difficultés. La première, c'est de s'appuyer, enfin, c'est pas entre deux difficultés, mais c'est entre deux tensions. Il y en a une, c'est de s'appuyer sur les pratiques actuelles, de s'appuyer aussi sur les représentations que se font la majorité des acteurs de ce que doit être le progrès, avec un risque qui est finalement de fondre les principes de les rendre un petit peu malléables et puis porteurs de changements finalement trop mineurs pour répondre aux défis que nous rencontrons, les défis notamment environnementaux. Et puis l'autre tension, c'est de proposer des changements beaucoup plus radicaux qui seraient susceptibles de relever finalement les défis plus facilement, mais qui par contre vont rencontrer de grandes résistances auprès des acteurs qui vont être confrontés à des attentes qui ne sauront pas forcément satisfaire. Et donc voilà le mot de la conclusion. Je vous remercie pour votre attention.